Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants, à chaque fois initiative sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Je ne sais pas pourquoi je regarde toujours un petit peu à gauche avant de te lancer. C'est un petit tic que j'ai. Je vais essayer une petite prise d'élan comme ça. Je vais essayer de corriger ça. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Un petit voyage aujourd'hui dans le très beau département des Yvelines et plus précisément dans la ville du Port-Marly. Gros plan sur le projet éducatif de la cité dans un instant. Le Port-Marly et ses deux piliers pour le scolaire, le périscolaire que sont le sport et bien évidemment la culture, la cité yvelinoise, mise notamment sur les CHAM, les classes à horaires aménagés, musique et peut-être danse. On va voir ça avec monsieur le maire dans un instant. Dans ce mag, on parlera aussi bien évidemment de citoyenneté avec en point d'orgue les actions menées par le Conseil des jeunes. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Cédric Pemba-Marine. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, c'est une première sur School TV et votre première dans le mag. Maire du Port-Marly depuis 2020. Depuis 2020. Quelle est la singularité du Port-Marly pour ceux qui ne connaissent pas? C'est quoi, c'est à une quarantaine de kilomètres, on va dire, de Paris? Ouais, à peine 20 minutes de la Porte Maillot. Quand ça roule. Quand ça roule. Quand ça roule. À vol d'oiseau. Bon, les travaux semblent être terminés, donc non, c'est plus rapide. 20 minutes de Paris, une ville extraordinaire entre Seine et Forêt. Et donc deux joyaux assez extraordinaires. Moi, je travaille dans les Yvelines, étant jeune journaliste, il y a une vingtaine d'années. On me dit toujours, le Port-Marly, ses espaces et ses pyramides. Et moi, je ne comprenais pas à chaque fois. On parlait des pyramides. Alors, on ne va pas faire de pub, voilà, c'est un complexe sportif. Absolument. Mais qui, à l'époque, était déjà qui était novateur et qui l'est encore. Et qui le reste, hein, qui a encore son... C'est un des symboles de la ville? C'est l'un des symboles de la ville, l'un des principaux acteurs économiques aussi de la ville, très investi. Ouais. Combien d'établissements, combien de groupes scolaires au sein du Port-Marly? Alors la chance, chez nous, il y a un groupe scolaire public et après des écoles privées. Il y a deux écoles privées également sous forme de groupe scolaire. J'imagine que l'éducation, bien évidemment, c'est une priorité de la ville. Vous y consacrez quel budget et surtout, est-ce que c'est constant? Est-ce que c'est croissant vu des différents besoins? Et en même temps, je sais que toutes les villes doivent faire des économies, monsieur le maire. Absolument. J'aurais du mal à préciser, à apporter le budget précis. Ce qui est sûr, c'est que les politiques jeunesse et éducation, c'est les principales politiques portées, y compris en masse financière sur une commune comme la nôtre, avec un budget global de la commune étant d'environ 10 millions en fonctionnement. Il y a à peu près 60 à 70% de ce budget-là qui part sur des actions en jeunesse. Le but, c'est bien évidemment de former les citoyens de demain, d'accompagner les petits et les plus grands. Vous accompagnez votre jeunesse de quel âge à quel âge? Jusqu'à quel âge, en gros? Alors, on essaie d'accompagner tout au long de ça. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail, quoi. C'est ça? Absolument. D'accord. Y compris au-delà. Vraiment pour les engager à s'impliquer un peu aussi dans la vie citoyenne une fois qu'ils intègrent le monde du travail sur leurs premières années. On a un conseil des jeunes qui va jusqu'à 25 ans. Donc, Alix. Et vous avez des mesures phares justement dont vous pouvez nous parler en termes d'accompagnement de jeunes? En termes d'accompagnement de jeunes, on a lancé, via le Conseil des jeunes, donc c'est nos jeunes qui ont réfléchi à des initiatives un peu qui leur parlaient, qui leur semblaient pouvoir parler aux autres jeunes. On a lancé un prix jeune méritant, prix jeune du Port-Marly, avec l'idée, c'est de financer des actions portées par des jeunes marly. Vous avez lancé 2 prix, je crois. Il y a eu 2 prix, ouais, exactement. 2 prix qui ont été lancés. L'un pour les jeunes en situation de scolarité pour leurs études supérieures, les accompagner. Et puis un autre prix, beaucoup plus ouvert, qui permet de financer toutes les initiatives portées par Et ce prix, vous l'avez lancé cette année? On l'a lancé cette année. Et vous n'avez pas eu de candidature cette année? Il n'y a pas eu de candidature cette année. Comment vous l'expliquez? Alors, on se dit que... Alors que ce prix-là a été proposé par les jeunes, véritablement, il faut sans doute le retravailler la communication, c'est tout nouveau, donc forcément, la première année... Vous pensez que c'est dû au fait que ça n'est pas venu à leurs oreilles, en fait? C'est pas venu à leurs oreilles, et puis il faut aussi qu'on puisse faire une communication un peu plus agressive, aller les chercher là où ils sont pour les amener à s'exprimer. Quand on les trouve, ces jeunes-là, on voit qu'ils ont des idées à exprimer, et donc moi je ne doute pas que si on persévère, ça trouvera son succès. Depuis, bien évidemment, pour l'éducation, la culture, on y vient dans un instant, mais aussi le sport. Oui. On attend les JO. Absolument. Vous êtes terre de JO? On est terre de jeu. Ça se traduit comment? Quel est l'impact, justement? Comment vous les sentez, vos jeunes, on y est, là, à l'approche des Jeux Olympiques? On va arrêter de parler des travaux et des polémiques, et je pense qu'on attend les compétitions. Vous sentez leurs yeux briller, ou pour eux, ça reste encore un petit peu abstrait? On sent qu'il y a un truc qui se prépare un peu. Il y avait d'autres préoccupations jusqu'ici, mais on a marqué la vie de la commune, et notamment cette année-là, sous l'angle terre de jeu, en organisant, pour la fête de la jeunesse, fête de la ville, un défilé aux couleurs des Jeux Olympiques. Donc on sent bien
que tout ça est très attendu par les habitants. J'espère qu'ils sauront en profiter comme il se doit. Ça n'arrive qu'une fois. Oui, une fois bon, très longtemps, effectivement. Peut-être une fois dans une vie. Quel héritage matériel et immatériel est-ce que votre ville, du Port-Marly, a profité de la rampe, si je puis dire, que représentent ces Jeux Olympiques en termes d'infrastructures ou de... Non, en réalité, pas directement. On avait déjà équipé la ville des infrastructures qui manquaient. Ça, c'est le travail des 10 années précédentes. On avait vraiment travaillé à équiper la ville avec le gymnase, refaire toutes les infrastructures sportives. C'est encore en cours. Sur la partie Jeux Olympiques, il n'y a pas eu de financement direct pour la ville du Port-Marly. Mais bon, sur l'Interco et puis sur la région parisienne, il y a eu de quoi faire. Quelles actions et quel lien entretenez-vous avec les différentes associations sportives du Port-Marly, justement, pour promouvoir la pratique sportive et puis peut-être la dimension sport-santé? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est une ville qui reste ville-village, donc encore à taille humaine, mais avec un tissu associatif très, très dynamique. On a du judo, jiu-jitsu. Tout le monde se connaît au Port-Marly. C'est ça qui est formidable, c'est d'avoir ce contact direct. Et d'ailleurs, ce soir, c'est aujourd'hui que je réunis les présidents d'associations, à l'occasion d'un dîner où tous les présidents d'associations culturelles, sportives et autres de la ville de Port-Marly se retrouvent pour préparer la saison à venir. Alix. Et quelle valeur vous espérez de transmettre à travers le sport et le fait d'encourager les jeunes à faire du sport? Déjà, la valeur toutes les valeurs que porte le sport, l'entraide, l'attention à l'autre, le goût de la compétition aussi, parce que c'est important, le goût de la compétition et du mérite. Partager toutes ces valeurs-là et faire en sorte que toutes les inégalités sociales puissent être effacées quand ils pratiquent dans les clubs. Donc on a à cœur de leur faire découvrir aussi des activités auxquelles, en temps normal, ils n'auraient pas accès. On a pour nous la Seine, juste à côté, donc l'aviron, qui est une activité qui est très développée au Port-Marly. Et vous essayez justement de sensibiliser ces jeunes qui n'y ont pas forcément naturellement accès au sport? Vous prenez des mesures pour ça? On essaie de le faire. On le fait de plus en plus et de plus en plus aussi en lien avec les écoles. C'est notamment l'un des projets qu'on a porté à travers le club de foot, le club sportif du Port-Marly, et qui ne fait pas que du football, qui a vraiment envie d'irriguer des valeurs du sport de manière plus large, et qui a souhaité bâtir une action en lien avec les écoles et le collège pour permettre aux jeunes, une fois quitté le temps scolaire, de venir pratiquer le foot, les accompagner aussi sur les temps, sur l'accompagnement scolaire. Il y a de belles initiatives là qui naissent. On verra l'année 2024-2025. On en demande parfois beaucoup trop au maire, monsieur le maire, vous qui êtes édile justement, et j'ai quand même le sentiment que des fois on en demande trop au sport. C'est aussi votre sentiment ou pas? Effectivement, le sport, sur toutes les valeurs qu'il véhicule, les associations qui sont aussi tout de suite aux premières loges, bien sûr, parce qu'on dit qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans la société. On a le sentiment que le sport va tout régler, que c'était comme une baguette magique. Moi, je crois que le tort qu'on a, effectivement, c'est quand on envisage ça vraiment en silo, en se disant on va remettre au sport. En revanche, quand on fait un travail, moi, j'aime bien parler de la notion de communauté éducative et qui inclut les associations aussi, le fait de travailler tous ensemble, en ayant un projet, une véritable ambition pour notre jeunesse, c'est là où on parvient aux meilleurs résultats. Et quand tous ces mondes-là se parlent, vraiment, ça produit des résultats extraordinaires. Et les parents, est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce qu'ils sont aux premières loges, justement? Est-ce qu'ils sont en première ligne en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants? Quel rôle ils ont au sein du Port-Marly? Alors, les parents, un certain nombre de parents sont assez présents au Port-Marly. Après, on le déplore et on le voit dans le domaine associatif. Souvent, ce qui est déploré, c'est des parents qui sont beaucoup plus en recul qu'ils ne l'étaient avant. Il n'y a qu'à voir le club de foot dirait, mais pour amener les petits sur les lieux de compétition, c'est à chaque fois une mission. Vous êtes obligé de les emmener? Et c'est le président, en réalité, du club de foot qui s'investit beaucoup et dont je salue l'action qui s'y colle. Qui fait tous les trajets. Ouais. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose là qui renaît, qui amène les parents à se mobiliser davantage. Parce que mais parce qu'on est allé aussi vers eux, parce qu'on a partagé en transparence, parce qu'il y a différentes initiatives qui ont été mises en place au Port-Marly, notamment on a un espace de vie solidaire, donc avec l'ambition vraiment de mêler... Intergénérationnel ? Intergénérationnel. D'accord. Intergénérationnel,
Et véritablement, je suis jamais aussi heureux que quand je vois... Ça marche, ça. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de villes le développer, y revenir en tout cas. Et justement, quel levier vous utilisez justement pour que les différentes générations partagent ce qu'ils ont effectivement en commun, que les plus grands donnent aux plus petits et que les plus petits en bénéficient? Alors, ça peut se passer à la cantine scolaire, ça peut se passer... Alors ça peut éventuellement se passer à la cantine scolaire avec des seniors qui viendraient déjeuner avec les petits. Nous, ce qu'on a souhaité aménager, on a complètement repensé un lieu qui était jusqu'ici dédié aux seniors. Une petite maison derrière, ce qu'on appelle un pavillon, derrière la mairie. On l'a complètement repensé en se disant il faut qu'on sorte des codes de l'administration, les codes habituels, et il faut vraiment qu'on ait un lieu qui soit comme à la maison. Et comme à la maison, il n'y a pas de séparation entre les générations. Et je dois avouer que ça marche. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce pavillon ? Qu'est-ce qu'on y fait? Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on a organisé un dîner avec la population, avec quelques-uns de la population. Nos jeunes et nos seniors organisent parfois comment ils appellent, les raclette parties. On retrouve tout le monde autour d'appareils à raclette, un grand... Et puis on a pu la faire longtemps cette année, en plus, vu le temps. Ouais, la raclette partie longtemps. Absolument. Non, tout ce genre, il y a des ateliers aussi musicaux, à l'occasion desquels ils se croisent. Et vraiment, quand on les voit ensemble, c'est assez formidable. Ces générations qui échangent... les jeunes trouvent du plaisir, on les voit, ils prennent du plaisir. Et nos seniors aussi, ça leur permet d'être encore dans un lieu où on sociabilise et d'échanger aussi sur leur expérience. Vous parliez de musique justement, monsieur le maire, ça nous permet d'arriver sur sur le deuxième pilier effectivement de votre projet éducatif. Il s'agit bien sûr de la culture. Musique, CHAM, classe à horaire aménagé musique, vous l'avez mis en place, vous allez le mettre en place. Pourquoi vous souhaitez miser sur ce dispositif? Alors, on est en train de le mettre en place. C'est pour 2025, c'est ça? C'est pour la rentrée 2025. D'accord. Il se met en place en partenariat avec l'Éducation nationale. C'était important, et d'ailleurs c'était un incontournable, puisque ça se passe à la fois en lien entre les temps scolaires et les temps périscolaires. On le met en place, il a été discuté avec les parents. L'idée de départ qu'on avait, c'est de dire, de plus en plus, on sent que quand même l'école publique perd en attractivité, alors qu'on a des enseignants hyper mobilisés sur le terrain. Il faut qu'on arrive à proposer des trucs un peu différents de ce qui se passe ailleurs. Et moi, j'avais l'expérience de quelques années à l'Éducation nationale, où j'avais travaillé avec les classes à horaires aménagés musique, danse et sport. Et je trouvais que ces classes-là avaient quelque chose d'assez formidable pour les gamins. Ça leur permettait de suivre leur temps scolaire, mais aussi d'avoir d'autres activités un peu plus légères. Donc là, concrètement, ça va concerner combien de classes, monsieur le maire? Alors ça pourrait concerner 2 classes au départ et puis monter en puissance. Crescendo, effectivement, mois après mois. Donc, classe à horaire aménagé musique, c'est-à-dire que certaines classes vont pouvoir bénéficier pendant 1 heure ou 2 heures par semaine d'un instrument et apprendre avec un professeur de musique, je sais pas, à jouer de la guitare, à jouer du violon, à jouer de la sitar, pourquoi pas? Pourquoi pas la sitar? Pourquoi pas, je sais pas. On nous a parlé de trombone la dernière fois avec Alix. On dit que le trombone avec la cote, ça arrange pas les parents parce que quand tu ramènes le trombone à la maison, par contre, voilà, faut pouvoir le déplacer. Et justement, quelle plus-value ça a ce type de classe? Vous l'avez pas encore mis en place, mais dans votre passé, vous avez vu que ça marchait. Ça permet de faire quoi? En quoi ça développe les élèves? Déjà, tout ce qui permet de distinguer un peu le projet éducatif d'une école, ça améliore son attractivité. Et ça, c'est vrai que ça existe peu ailleurs. Donc je pense que déjà ça rencontrera ce succès-là. Pour les enfants, par la musique, moi je crois que par la musique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je crois vraiment, on dit que la musique adoucit les mœurs, et je crois que c'est une réalité, et les enfants auront l'occasion de le découvrir. Il faudra aménager des temps de concert au Port-Marly maintenant, parce qu'il faudra faire des concerts là, au pavillon là. Avec plaisir, on fera ça. On a un centre de congrès juste à côté qui accueillera volontiers. Mais ça veut dire qu'ils bénéficieront d'un instrument chacun gratuitement? Alors, on n'est pas encore allé jusque-là dans la réflexion. Généralement, ce qui se passe, c'est des enfants qui sont inscrits en école de musique au conservatoire, et ça leur permet, en complément de leur scolarité, d'avoir... Ah oui, ils sont déjà inscrits au conservatoire. Ils sont déjà inscrits. Ils ne seront pas initiés via cette classe. Et ils pourraient être initiés via cette classe-là. Et c'est l'idée.
C'est des enfants qui, pour l'instant, sont pas familiers de tout ça, sont pas familiers de la pratique d'un instrument, qu'on pourrait attirer vers la pratique d'un instrument. Et je crois que. Et est-ce que vous avez sondé un peu les enfants de la ville à cet effet? Est-ce qu'ils seraient plutôt intéressés? Le trombone, Alix. Alors, on a sondé les parents. Les parents semblent intéressés. Restera à convaincre les enfants. Mais là-dessus, vraiment, je me fais pas de soucis. Ouais. En général, c'est plus dur. C'est toujours plus fun qu'un cours de maths, quoi. Ouais, oui, j'aurais bien aimé moi aussi, effectivement, plutôt que de jouer de la flûte pendant 10 ans. Quels sont, d'après vous, les facteurs du bien-être à l'école, monsieur le maire? Et comment vous opérez pour le bien-être de vos concitoyens et surtout des élèves au Port-Marly? Je pense que le bien-être à l'école, ça passe par le fait d'arriver à l'école et de se dire que tous les sujets qu'on peut avoir par ailleurs, et moi c'est l'ambition que je porte avec les équipes, c'est de dire on a constitué un mini-campus qui regroupe l'école, les centres de loisirs et autres. Je veux que les petits, quand ils passent les portes de ce mini-campus, ils soient dans un monde à part, c'est-à-dire un monde où fait de plaisir, où ils apprennent, mais ils oublient toutes les difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Et vraiment, donc, ça passe aussi par la bienveillance. Et ces notions-là, qui sont des notions beaucoup évoquées, mais en réalité, sur la mise en pratique, on a encore beaucoup de marge de progrès. Pour moi, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille véritablement. Ça passe aussi, j'imagine, par l'évolution du bâti, la rénovation du bâti. Vous avez opéré quelques travaux ou vous avez pu y couper? Alors, en réalité, on entretient régulièrement ce patrimoine-là. Le mini-campus qu'on a voulu constituer vraiment avec l'école, c'est une école à part, c'est une école en bois, vraiment, tout un campus en bois, en bord de Seine. Vraiment avec une organisation assez. Vous êtes bien en Port-Marly, quoi. Ouais, vous êtes bien. Et quel est le rôle de numérique dans ce mini-campus? Est-ce qu'il y a des installations? Parce que vous me parlez de bois, de cabane. Je ne sais pas s'il y a des écrans tactiles, peut-être pas là. On arrive à concilier les deux. Allez. Le bois et la modernité, il y a des tablettes tactiles. C'est un programme qu'on a initié. J'avais la chance d'être, avant d'être maire, d'être l'adjoint en charge des questions d'éducation et de jeunesse. On a initié tout un programme d'équipement en montée en puissance déjà de l'ensemble des classes, avec une classe numérique aussi, avec des tablettes pour. Donc le numérique est partie intégrante. Ce qu'on se dit, on s'est toujours dit, on ne peut pas rester à l'écart. Le sujet, parce que parfois on dit les enfants passent trop de temps devant les tablettes, en réalité... J'allais vous poser des questions, parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui ont peur de ça maintenant, ils voient toutes les études qui sortent sur la nocivité des écrans. Mais je crois qu'en réalité, c'est pas en les privant. Dès qu'il y a de la privation, ça incite à des comportements qui ne sont pas maîtrisés, pas contrôlés. Il faut l'accompagner, simplement. Et quand on l'accompagne, je suis persuadé que ça se passe le mieux possible. Et sur le thème de la bienveillance à l'école, vous avez mis en place des groupes de travail. Est-ce qu'il y a déjà des propositions qui ont émergé? Oui, il y a des groupes de travail qui ont été mis en place avec des élus du conseil municipal, de l'ensemble du conseil municipal, avec les parents aussi, puisque les parents se sont mobilisés sur la question, avec les professeurs également. Et donc, on a réfléchi à comment aborder cette question-là, sur la bienveillance, sur les questions de harcèlement, mais sans être dans la stigmatisation qu'on peut voir un peu. Il y a des faits réels, mais en même temps, il faut pas... Je pense qu'il faut pas mettre dans la tête de nos enfants que finalement, à l'école, il n'y a que des risques. Il y a aussi beaucoup de plaisir à prendre. Et on peut aborder la question finalement du harcèlement sous un angle plus positif, simplement qu'en stigmatisant. Mais comment, par exemple, qu'est-ce qui en ressort concrètement? Je crois que ça tient aussi à la qualité des interventions qui sont dispensées auprès des enfants. Moi, je voulais... alors là, c'est encore... On peaufine un peu les choses, mais il y a des associations qui sont très bien, qui interviennent sous forme de spectacles dispensés aux enfants et qui sont, à mon avis, une meilleure manière d'aborder la chose que la conférence traditionnelle qui peut avoir ses vertus, mais conférence qui viendrait parler de ce thème-là d'une manière assez grave. Je pense qu'il faut aussi parfois dédramatiser. Et vous avez le sentiment, monsieur le maire, aujourd'hui, qu'ils en parlent assez librement, ou ça reste encore un petit peu tabou? C'est dur de les faire se livrer, les élèves, les enfants, concernant la thématique du harcèlement scolaire? Je crois qu'ils en parlent de plus en plus librement, mais parce qu'il y a un travail qui a été fait à la fois par les enseignants, nous sur les temps périscolaires on en fait aussi. Ce qui est intéressant, c'est quand on met tout ça en convergence, et encore je le disais tout à l'heure, plus on travaille en lien, plus ça produit des effets. Parce que finalement, l'enfant, il s'en moque de savoir si c'est du temps scolaire, du temps périscolaire. Lui, il voit une journée passer, il vit sa journée. Donc, plus il y a de liens entre ces communautés-là, plus on arrive à des résultats marquants. Et ces enfants-là, on parle, oui, beaucoup plus librement.
beaucoup plus librement. Il faut encore qu'on y travaille parce que, en revanche, ils maîtrisent insuffisamment ce que peut être véritablement le harcèlement. Ils en ont beaucoup entendu parler, on en parle beaucoup dans les médias. Maintenant, il faut vraiment... C'est-à-dire que parfois, ils ne se rendent pas compte que telle situation, ça peut être considéré comme du harcèlement ? Absolument. Ou parfois, à contrario, il y a certaines situations qui vont considérer être du harcèlement, alors qu'en réalité... Et c'est facile d'harmoniser, justement, parce que vous dites que vous essayez de toucher toutes les strates de la ville. C'est facile d'harmoniser le discours entre le périscolaire, les enseignants, les agents. Je ne suis pas certain que ce soit toujours évident. Au Port-Marly, ça se passe bien parce qu'il y a un bon discours, il y a un bon échange entre la communauté scolaire et périscolaire. Et je crois que ça tient beaucoup au rapprochement qu'on avait opéré au moment où on avait mis en place les temps d'activité périscolaire, les fameux TAP, au moment de la réforme des rythmes scolaires. Ça a obligé nos communautés à se parler davantage. Et on a capitalisé sur cet acquis-là encore aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est toujours simple. Je dis que de ça, on a tiré du positif et on essaie de vraiment capitaliser dessus. Monsieur le maire, vous l'avez dit, les enfants, c'est une évidence, ne font pas la différence. Je me souviens, c'était clair. Moi, ça me concernait aussi, entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Vous, comment vous travaillez justement sur ce temps périscolaire avec l'ensemble du tissu associatif et l'ensemble de la communauté éducative ? Sur le temps périscolaire. Alors, globalement, sur le temps périscolaire, on essaie aussi d'associer un maximum tout le tissu associatif à travers des activités mises en place par eux, qui interviennent aussi sur les temps scolaires. Par exemple, il y a eu des ateliers qui ont été mis en place, le tennis à l'école. Une manière de faire découvrir. Et donc, les enfants ont eu droit à un cycle de tennis. Et à la conclusion de ce cycle, je suis allé jouer avec eux. C'était assez incroyable. Vous êtes monté à la volée ? C'est sympa. Il y a eu 2 cycles comme ça. Je suis monté à la volée au tennis. C'est quand même pas mon sport de prédilection. Et deuxième sport qui n'est pas mon sport de prédilection non plus, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, le judo. On a une grosse association de judo qui tourne vraiment bien, qui tourne vraiment fort. Et j'ai eu l'occasion de monter sur les tatamis avec eux. C'est une expérience. Quand on repart on s'en souvient. Est-ce qu'il y a des anciens sportifs du Port-Marly, d'anciens champions qui viennent contribuer justement à l'essor de la ville et qui viennent redonner ce qu'on leur a peut-être donné par le passé en venant avec des interventions peut-être auprès des jeunes ou pas forcément ? Vous avez fait appel à des anciens champions ou actuels champions, pourquoi pas ? Il y en a qui viennent spontanément. Il y a eu la visite dernièrement d'Habib Bey qui est revenu, qui a joué au club, bien sûr. Qui a un très beau parcours et qui est venu partager un peu avec les jeunes du club de foot. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille et puis qui monte avec le Red Star du coup à l'échelon supérieur. J'ai quelques copains du PSG. D'ailleurs, le club sportif du Port-Marly avait été repris par 2 personnes. Jimmy Nuberi, qui est issu de la CBB et qui est actuellement président, et Rabé Sandratana, qui est... Eric Sandratana, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Exactement, et qui avait souhaité mettre à contribution un peu son savoir pour rehausser un peu les ambitions du club. Et vous mettez des choses en place pour soutenir les élèves en difficulté scolaire ? À travers l'espace de vie solidaire que je vous évoquais, effectivement, on met en place... Il y a du soutien scolaire traditionnel, c'est-à-dire dispensé avec les enseignants sur le site de l'école. Et il y a en plus l'espace de vie solidaire qui met en place un accompagnement là un peu plus individualisé, un peu plus poussé auprès des jeunes repérés comme étant en difficulté par les enseignants. Donc ça concerne aussi les jeunes en décrochage scolaire ? Ça concerne également les jeunes qui seront en décrochage scolaire, ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le maire, que l'école joue encore son rôle de lisseur, si je puis dire, d'inégalité, ou est-ce que la ville doit mettre au pot, doit imaginer des dispositifs justement pour que tous nos enfants partent sur la même ligne de départ, on va dire ? Dire que l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui est à la hauteur de l'ambition de la promesse républicaine, justement, d'ascenseur social, je crois que ce serait mentir. Je pense qu'on a beaucoup à faire pour retrouver une école digne de ce nom. Moi, je le vois rien que par le nombre de dérogations qui me sont demandées, de personnes qui scolarisent leurs enfants dans le secteur privé. Et chaque fois, j'ai rien contre le secteur privé, je trouve qu'ils font un travail formidable. J'étais encore avec eux ce week-end-là. Mais je crois que l'école républicaine est tout à fait capable de faire aussi bien si elle prend le temps de se réinterroger autrement que par tout ce qu'on a fait là au cours de ces 17 dernières années. Qu'est-ce qui vous demande, en gros, les écoles ? Bien sûr, je sais que ça dépend de l'éducation nationale, mais vous, en tant que maire, vous êtes amené, pourquoi pas, à faire telle ou telle action pour
donner un coup de main au groupe scolaire, le VACAN? Oui, il se trouve que l'organisation qui a été retenue veut que ce soit les mairies qui attribuent les moyens financiers, logistiques aux écoles pour fonctionner. Puis les départements pour les collèges et les lycées pour les régions. Là-dessus aussi, on aurait matière à simplifier pour que ce soit plus lisible pour tout le monde. Je crois que 3/4 des parents ne savent pas que c'est ces différentes strates qui gèrent. Et donc c'est là où on intervient pour, rien que par les moyens, moyens logistiques qu'on met en place, faire en sorte que les enseignants puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions et les enfants être accueillis dans les meilleures conditions également. Monsieur le maire, on parlait tout à l'heure de harcèlement scolaire, de climat scolaire. Au final, avec l'environnement, il y a un lieu et un temps dans la journée qui est très important, c'est celui de la restauration scolaire, la pause méridienne. Est-ce que vous avez le sentiment que votre restauration scolaire est un exemple aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Il y a clairement des progrès à faire, mais je crois qu'il y a toujours des progrès à faire. Il y a beaucoup qui a été fait là. C'est sur les 4 dernières années, on avait un prestataire qui n'était pas tellement à la hauteur, avec lesquels on avait beaucoup travaillé pour améliorer les choses, ça n'avait pas trouvé les résultats qu'on attendait. Il y a un nouveau prestataire qui est en place, avec lesquels aussi il a fallu batailler dès le début, ce qui est assez surprenant, parce que généralement c'est plutôt à la fin des marchés que ça se... Ouais. Et là dès le début... Là dès le début ça a été compliqué. En qualité c'était mieux, mais sur la manière de réaliser la prestation, il y avait à redire. Et aujourd'hui, je crois qu'on parvient, et aussi parce que les équipes de restauration ont un système de liaison chaude, on a des équipes qui localement se mobilisent aussi pour donner aussi le sentiment aux enfants que ce temps-là, c'est un temps un peu à part. Donc ça s'organise un peu comme un restaurant, où à l'entrée, il y a l'ardoise avec le menu. On leur donne l'impression qu'ils vont vraiment vers un restaurant. Et ça rencontre aussi un succès assez sympa. Et vous arrivez à le garder combien de temps à la cantine? Parce que c'est l'un des enjeux, l'un des défis, forcément. Est-ce que vous le gardez 10 minutes ou est-ce que vous arrivez à le garder une petite demi-heure? C'est un temps record, mais c'est plutôt, on approche de la demi-heure. Mais c'est clair que sur le temps... Oui, parce qu'on avait réorganisé assez tôt les temps de repas avec des cycles qui nous permettaient de les faire en déjeuner en plus de 10 minutes. Et on n'a pas évoqué la problématique du développement durable. Vous les sensibilisez à la gestion des déchets, à ces enjeux-là? Ils sont sensibilisés, ils ont demandé, ils ont eu un poulailler par exemple. Un poulailler qui gère... Dans l'école? Dans l'école. Ah bon? Oui. Il y a un poulailler dans l'école. Donc ils ont leurs propres œufs. Ils ramènent des œufs à la maison parfois. Mais il y a combien de poules et il est où exactement? Il doit y avoir 4 ou 5 poules. Il y a un poulailler qui est situé juste à l'entrée de la cantine, pas très loin de l'entrée du restaurant. Très bruyant cet établissement scolaire, très bruyant. Et pire que ça, il y a des moutons aussi juste à côté. Donc vraiment, c'est un lieu. Mais je vous engage à venir. Oui. C'est assez sympa. Quel projet pour les années à venir? On sait que pour les villes, c'est de plus en plus compliqué, même pour les villes qui sont peut-être moins de difficultés que les autres, parce que le Port-Marly, je pense qu'en termes de budget, est peut-être plus confortable qu'une ville du 93, encore une fois, mais j'imagine que toutes les villes sont au régime sec en ce moment. Quand on est maire, on doit forcément faire des choix, et s'il y a des choix, sur quoi ils vont se porter concernant justement l'éducation? C'est difficile de revenir sur l'éducation, mais... C'est difficile et pourtant c'est... En crise énergétique, crise économique, politique. On essaie d'aller aussi loin qu'on peut sur les autres économies, donc liées aux consommations énergétiques et autres, de ne pas trop rogner sur la culture et sur l'éducation. Pour l'instant... On a les marges de manœuvre qui nous permettent, et puis le sérieux en matière de gestion qui nous permettent d'épargner ces secteurs-là. Mais c'est clair que si on avait eu l'ambition de développer davantage encore ce que l'on fait, c'est clair que nos ambitions sont quand même contraintes par le contexte budgétaire, qui est un contexte dur. Ça ne nous empêche pas de lancer la classe à horaire aménagé, qui va nécessairement coûter un peu. Oui, parce que les villes n'ont plus d'argent, les départements, ils n'en ont plus beaucoup. Les départements, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Bon, on reste la région. On en reparlera. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu nous voir. Cédric Pemba-Marie, le maire de la ville du Port-Marly dans les Yvelines, d'être venu nous présenter votre projet éducatif. On se dit à demain. À demain. Ma chère Alix. Ciao.